Dans cette vidéo, on va parler d'héritage et de polymorphisme. C'est l'un des concepts les plus importants et les plus utiles dans la programmation orientée objet. L'héritage, qu'est-ce que c'est? C'est un processus selon lequel une classe, qu'on va appeler une classe enfant, va hériter des attributs et des méthodes d'une classe qu'on va appeler une classe parent. On appelle aussi ces classes, la classe enfant, une classe dérivée, parce qu'elle dérive d'une classe parent, et la classe parent, on peut l'appeler parfois la classe de base. Le mécanisme d'héritage définit la notion de type et de sous-type d'objets. On a déjà parlé de types comme des entiers, des nombres flottants, des nombres complexes, etc. Mais tout simplement, une classe définit le type d'un objet. On peut aussi avoir des sous-types lorsqu'on parle d'héritage et tout simplement qu'on a des sous-classes. Donc finalement, l'héritage d'une classe enfant par rapport à la classe parent est défini dans la définition de la classe enfant, comme on va le voir plus tard. Dans l'exemple un petit peu plus loin, la classe vélo va hériter d'une classe véhicule, et donc elle va hériter de certaines propriétés de véhicules, comme par exemple, un véhicule a peut-être un propriétaire ou une couleur, et le vélo va hériter de ses particularités. Par contre, le vélo a des propriétés propres qu'il va implémenter, par exemple, il a 2 roues, et donc il va hériter de certains attributs de la classe véhicule, qui sont communs à d'autres types de véhicules, comme par exemple une voiture, qui a aussi une couleur et qui a aussi un propriétaire, mais le vélo a 2 roues et la voiture a 4 roues. Donc on peut dire que les vélos sont des classes enfants qui vont hériter de la classe véhicule. On peut avoir un héritage qui est successif. On peut avoir une classe A qui hérite d'une classe B, qui elle-même hérite d'une classe C, qui hérite elle-même encore d'une classe D. On peut avoir un héritage successif et même multiple, comme on va le voir un petit peu plus loin. Un autre exemple en programmation de l'héritage, c'est tout simplement une classe, par exemple employé, qui va définir à l'aide de son constructeur 2 attributs, l'identifiant et le nom de l'employé. Cette classe est très simple, elle n'implémente pas ici aucune fonction. On peut aussi avoir une classe d'un employé contractuel qui va hériter, on voit ici le mécanisme d'héritage entre les parenthèses juste après le nom de la classe, où on va mettre le nom de la classe parent. Et on est obligé évidemment de définir un constructeur qui va prendre les attributs des classes de la classe parente et aussi les attributs de la classe enfant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces attributs parents? On va tout simplement faire un appel au constructeur de la classe parent en utilisant le mot-clé, la fonction super, qui va en fait tout simplement référer à la classe supérieure. Et ensuite, on peut définir les arguments qui sont les arguments de la classe enfant. Si par exemple on a une fonction qui s'appelle calcul salaire, qui utilise des fonctionnalités et un calcul à partir d'attributs qui sont de la classe enfant, on se rend compte que la classe parent n'a pas cette fonction, et donc la classe dérivée a un comportement qui est un petit peu différent, mais qui utilise des propriétés de la classe parent. On peut représenter graphiquement cette relation comme ceci, avec notre classe parent ici au-dessus, une flèche qui pointe de notre classe enfant vers la classe parent. Donc faites attention en résumé à cette définition de notre héritage avec les parenthèses juste après le nom de la classe qui fait tout simplement une mention du nom de la classe parent. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on peut utiliser la fonction super pour aller référer à des attributs et à des méthodes de la classe parent. On va parler d'espace de nom. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait des attributs ici? Un petit indice, mais tout simplement parce que notre classe enfant a déjà un constructeur, donc si on appelle la fonction init de notre objet, mais c'est la fonction init de notre objet enfant qui va être appelée et pas celle du parent. Donc super permet de référer à la classe d'au-dessus. Si on complète un petit peu l'exemple, on peut rajouter 2 autres classes. Une classe régulier, donc un employé régulier, dont le salaire va être en fonction d'un salaire hebdomadaire. Le calcul va être différent. Et on peut aussi définir une 4e classe, qui est la classe d'un employé payé à la commission, qui va avoir un salaire hebdomadaire plus une commission, donc le calcul est un petit peu différent, et vous voyez qu'elle hérite de notre classe régulier qui elle-même hérite de la classe employée. Donc la représentation graphique ici, on a un héritage qui est un héritage en chaîne ici, où on a la commission qui hérite de régulier et qui elle-même hérite d'employé. Et vous voyez que le calcul du salaire, même s'il est défini, il n'est pas défini dans l'employé, il est défini dans le régulier, il est redéfini dans commission. Donc lorsqu'on aura le calcul du salaire d'un employé à commission, c'est ce calcul-là qui va être appelé. Et vous voyez qu'on réutilise encore la classe super pour pouvoir faire un appel à la fonction calcul salaire de la classe juste au-dessus, et donc de la classe régulier. Donc on va récupérer cette valeur fixe qu'on va utiliser dans le calcul du salaire de
de l'employé à commission. Ce qui est important dans toute cette hiérarchie, c'est de bien comprendre la relation entre les différentes classes, les différents types d'objets, et donc nécessairement on essaye de définir des concepts en termes de classe, ici des concepts qui dépendent les uns des autres. Donc si on définit une classe d'un employé à commission, c'est parce qu'on va utiliser des attributs qui vont être implémentés dans la classe régulier, qui eux-mêmes vont utiliser des attributs dans la classe employée. Donc on a vraiment cette relation d'héritage, cette relation de réutilisation de l'information commune qu'il faut bien réfléchir lorsqu'on construit notre hiérarchie de classe. Comment est-ce que l'interpréteur fait pour déterminer s'il doit utiliser les variables et méthodes de sa classe ou de la classe parent? Tout simplement, Python va rechercher les variables et les méthodes dans un ordre précis. D'abord dans la classe enfant, puis il va remonter dans la hiérarchie d'héritage vers la classe de base jusqu'à ce que l'information soit trouvée. Si l'information n'est pas trouvée, évidemment, une erreur va être levée. Et pour pouvoir faire ça, Python a la possibilité de tester les différents types de relations entre les objets et l'héritage, et notamment une fonction isInstance, on l'a déjà vu, qui permet de vérifier si un objet est d'un certain type. On privilégie ce type de test plutôt que la fonction type pour pouvoir voir si un objet est de type d'une classe. Et vous allez voir que dans l'héritage, notre employé E, s'il est défini comme étant un employé à commission, notre test isInstance ici pour tester avec employé est vrai, et si on le teste avec régulier, il est vrai aussi, et si on le teste avec commission, il est vrai aussi, parce qu'un employé commission est autant de la classe commission, de la classe régulier, que de la classe employé. Donc l'héritage multiple donne plusieurs chapeaux à notre objet. On a une autre fonction qui permet de vérifier si une classe est une sous-classe d'une autre, par exemple, pour tester si régulier est la sous-classe de employé. Si on continue notre exemple, et on va voir qu'il y a un mécanisme qui est particulièrement intéressant avec l'héritage, c'est que lorsqu'on calcule par exemple les salaires de tous nos employés, donc on a ici une liste d'employés, et on va boucler tout simplement sur chacun des employés. Et en bouclant sur les employés, vous voyez qu'on récupère l'identifiant et le nom, et en fait cette récupération d'identifiant et de nom va être faite dans la classe, dans les attributs de la classe parent. Qu'importe ce qu'on fournit à notre programme Python ici. Dans notre calcul, dans notre système de paie ici, les employés, on ne sait pas du tout si c'est des employés réguliers, à commission ou tout autre type d'employé, mais on sait que chacun des employés va avoir un identifiant et va avoir un nom parce qu'ils dépendent tous, ils héritent tous de la classe employé. Ensuite, on va faire un calcul de salaire, et donc comme chacune des sous-classes va implémenter cette fonction, on va pouvoir calculer le salaire, et chacune va implémenter le calcul du salaire à sa façon. Et c'est un principe qu'on appelle le polymorphisme, donc notre capacité à tout simplement envoyer n'importe quel type d'employé et d'aller appeler une fonction dont le comportement va être redéfini en fonction des types de sous-classes. Et ça, le programme ne le voit pas. Donc on a un certain niveau d'abstraction, et ce mécanisme de spécialisation au niveau des sous-classes, tout en faisant abstraction du comportement spécifique lorsqu'on appelle cette fonction, c'est ce qu'on appelle le principe du polymorphisme. Donc en essayant de calculer le salaire pour chacun des employés, on va avoir le calcul du salaire qui est fait différemment pour chacun des types d'employés, des sous-types d'employés ici. Donc le polymorphisme, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire littéralement plusieurs formes. Donc en gros, dans la programmation orientée objet, le polymorphisme, c'est un concept qui fait référence à la capacité d'une variable, d'une fonction ou d'un objet à prendre plusieurs formes. En pratique, le polymorphisme, ça permet à des sous-classes d'hériter d'une méthode d'une classe de base qu'ils implémentent d'une manière différente. Donc lorsqu'on va appeler cette méthode à partir de notre objet, qui peut être par exemple un employé ou un employé à commission, on va tout simplement définir un comportement différent dépendamment du type d'employé, mais on n'a pas besoin de le spécifier, c'est le programme qui va comprendre lui-même la fonction qu'il doit utiliser. Et grâce au polymorphisme, en fait, ces objets partagent une même interface tout en spécialisant le comportement de certaines fonctions. Quand on développe des programmes en programmation orientée objet, il y a un principe qu'on doit essayer de respecter, c'est le principe de substitution de Liskov. Alors,
En général, le principe s'énonce comme suit. Si Q de x est une propriété démontrable pour tout objet x, donc x est un objet de notre classe T, alors cette propriété Q de y est vraie aussi pour tout objet, un autre objet de type S, si S est un sous-type de T. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Mais les objets d'une classe dérivée devraient être capables de remplacer les objets de sa classe de base sans atteindre à l'intégrité de l'application. Par exemple, si on cherche à instancier un objet employé, ben en fait on se rend compte qu'on va violer le principe de substitution et donc en fait notre programme peut planter si on essaie d'instancier cet objet et d'utiliser par exemple la fonction calcul salaire parce que notre employé n'implémente aucune fonction calcul salaire. Et donc on se retrouve avec un problème ici qu'on doit chercher à résoudre dans toutes les situations. On pourrait imaginer aussi une autre classe d'employés, une sous-classe d'employés qui n'implémente pas cette fonction calcul salaire, et dans ce cas-là, nécessairement on viole aussi le principe de substitution, et donc on n'a pas, une bonne définition des différentes classes en programmation orientée-objet. Pour pouvoir résoudre en partie ces problèmes-là, la première solution, c'est tout simplement de designer, de concevoir la bonne structure, la bonne hiérarchie des classes, mais sinon on peut aussi transformer notre classe employée en classe abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire une classe abstraite? C'est tout simplement une classe dont aucun objet ne peut être instancié. En Python, généralement, pour pouvoir définir une classe abstraite, on peut par exemple utiliser un décorateur qui s'appelle Abstract Method qui provient de la librairie ABC et en faisant hériter notre classe de la classe ABC. Qu'est-ce que ça veut dire? On va définir une classe calcul salaire et en mettant notre décorateur, on va empêcher tout programme d'instancier un objet de type employé. Et de cette manière-là, en fait, on n'aura jamais une définition d'un objet employé tout seul. On forcera toujours le programme à instancier des objets de sous-classe. Et donc, on s'assurera toujours que nos méthodes sont correctement employées et qu'on n'a pas instancié un objet qui ne peut en fait pas être instancié. C'est ce qu'on appelle une classe abstraite, une classe qui ne va jamais avoir un objet de ce type-là. Et généralement, une classe abstraite devient en fait une interface ou une mise en commun de certains attributs de sous-classes qui, elles, vont être utilisées dans le programme. Brièvement, on peut aussi faire de l'héritage multiple en Python. C'est quelque chose qu'on ne fait pas nécessairement dans tous les langages de programmation parce que c'est quelque chose de compliqué. En effet, si on a une classe qui hérite de deux autres classes, et que ces deux autres classes définissent certains attributs avec le même nom ou certaines méthodes avec le même nom, comment est-ce qu'on choisit lequel est la bonne définition de notre classe enfant? Lequel est l'attribut ou la méthode qu'il faut choisir lorsqu'on essaye de l'appliquer? Donc l'héritage est un concept qui est difficile et généralement est implémenté, en tout cas dans la programmation Python, comme étant un système d'ordre au niveau des interfaces. Et en fait, on a un algorithme de résolution de l'ordre de recherche des méthodes qui, à chaque fois qu'on a un héritage multiple, on va tout simplement les rechercher dans la hiérarchie de nos classes parents, dans l'ordre où elles ont été indiquées dans la définition de l'objet, et on va aller tout simplement prendre les premières méthodes qui arrivent. Et donc, on a une méthode, en fait, mroc ici, qui permet de lister les classes parentes d'une classe dans l'ordre dans lequel elles vont être recherchées. Par exemple, ici, si on a toute une série de classes, on a une classe M qui va, vous voyez que l'héritage multiple se met tout simplement en mettant plusieurs classes dans la définition de la parenthèse séparée par des virgules, et l'ordre est important parce que lorsqu'on fait la recherche, notre classe M qui hérite de A, B et Z, et chacune des classes hérite de plusieurs autres classes, et vous notez que chacune des classes, chacun des objets hérite de la classe objet. L'ordre d'héritage de M, c'est un ordre qui n'est pas simple à identifier dans cette situation parce qu'on a des dépendances multiples avec plusieurs niveaux. Donc il faut toujours faire attention quand on définit un programme de s'assurer que si on utilise de l'héritage multiple, qu'on a une bonne définition des différentes méthodes et différents attributs pour s'assurer que lorsqu'on fait un appel à une méthode qui est définie dans des classes parents, on s'assure que cet appel est fait correctement.